Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour on va donc voir l'évolution de mes Camponotus Rengeri. Cette fameuse Camponotus qui est souvent confondue justement avec Camponotus rufipes, dans de rares moments elle est confondue également avec Camponotus brasiliensis. Il y a des différences notoires notamment avec Camponotus rufipes parce que effectivement si on veut faire simple, elles ne sont pas brillantes. Camponotus rufipes est plutôt mat alors que Rengeri a un aspect un peu brillant. Certes, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais ça vous permettra de les reconnaître dans un premier aperçu, on va dire. Et Camponotus brasiliensis, la première partie des antennes est jaune, alors que pour les deux autres, ce n'est pas le cas. C'est des petits détails certes, mais qui vous permettront dans un premier temps de les reconnaître à un simple coup d'œil ou un petit zoom on va dire. Comme vous le voyez sinon ça se passe plutôt bien, l'évolution est très rapide pour cette espèce, j'aime à le rappeler parce qu'effectivement pour ceux qui aiment les espèces de Camponotus qui se développent très vite, celle-ci remplit totalement les conditions. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'un peu d'humidité certes, pas spécialement des tonnes non plus, elle a besoin de chaleur en soi pour un bon développement, 26-28 c'est bien, si vous poussez un peu plus ça pourrait aller un peu plus fort aussi, il faut se le dire, sachant que ça nous vient d'Amérique du Sud, donc effectivement la chaleur ça apprécie. Elle consomme énormément de protéines si on leur permet d'en avoir autant, donc voilà, ici je ne surdose pas, je vais dire, je nourris tranquillement. J'ai donc préparé également cette nouvelle aire de chasse, bon il n'y a rien de nouveau, c'est une 7-7 classique, sauf que j'ai mis un substrat que j'essaie actuellement. On verra si ça plaît. En attendant, ce que je remarque, c'est qu'avec leur pilosité, elles sont énormément salies en se baladant dedans, on le remarque. Il y a des petits grains de sable qui se calent partout. Est-ce que c'est un problème? Non. En nature, dans tous les cas, elles sont salies de la même façon et doivent prennent du temps pour se laver justement par la suite, ou être lavées par d'autres ouvrières. Donc personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. À surveiller quand même dans l'évolution, comment ça se passe. Est-ce que c'est dérangeant pour elle, etc. Bref, dans tous les cas, je me tracasse pas sincèrement. Mine de rien, sinon, pour ceux qui sont vraiment fans, il faut savoir que Camponotus Rengeri, c'est quand même une espèce très agressive. Elle ne va pas se laisser faire du tout. Le simple fait d'ouvrir l'aire de chasse, vous allez déjà voir une activité et je vais dire une réaction qui est pas menaçante, mais elles vont vraiment s'activer directement au simple mouvement d'air ou en sentant votre présence. On va remarquer qu'elles sont tout de suite sur la garde, et ce qui est assez fascinant avec cette espèce, c'est que lorsque vous récupérez par exemple un arbre boire ou quoi que ce soit, qu'elles vous grimpent dessus, elles vont rechercher directement à vous mordre. Il y a pas mal d'autres Camponotus qui vont juste monter et se balader et pas spécialement vouloir mordre. Elles, sincèrement, elles cherchent directement à mordre. Et c'est ce qui me fait dire qu'elles sont vraiment très agressives. Alors, les ouvrières, comme vous le voyez dans cette petite colonie, pour l'instant ne sont pas menaçantes du tout. Vous n'avez aucun risque non plus, c'est-à-dire que c'est des morsures uniquement. Elles ont la capacité de vous mettre un peu d'acide formique. Si vous n'avez pas de plaie, ça va rien vous faire, sincèrement, surtout pour une seule ouvrière. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque plus tard il y aura de très gros majors, parce que oui, chez Rengeri les majors deviennent énormes, comme chez Atriceps, comme chez Rufipes, enfin bref, vous avez compris, là à ce moment-là, eux sont capables de vous couper jusqu'au sang. J'ai déjà essayé, j'en ai déjà fait les frais, donc je peux vous assurer que la morsure est très intense. Maintenant, rassurez-vous, sincèrement... quand je dis intense, voilà, vous allez sentir une pincette qui peut vous couper un peu, il n'y a rien de dramatique non plus, je vais dire, ça va pas vous blesser, vous n'allez pas en pleurer, bref, voilà. Mais il est possible que ça vous coupe la peau. Donc c'est vraiment pour vous dire que voilà, les mâchoires de cette espèce sont vraiment bien développées, et elles ont des capacités qui permettent, en nature j'imagine, de découper différents insectes, et éventuellement ce qu'elles trouvent, donc voilà. Certes c'est un détail, mais c'est toujours intéressant de le savoir parce que bon, je sais que certains dans les débuts ont un peu plus de mal avec la manipulation de fourmis, certains sont toujours réticents même après quelques années, lorsqu'il y a quelque chose qui leur grimpe dessus, ils sont un peu en panique même s'ils adorent l'espèce ou les fourmis dans l'ensemble, mais bon, donc voilà. Mis à part ça, on est sur un nid de Ant Farm Supply, donc, qui nous vient donc d'Angleterre. Je le sais, ces nids sont vendus dans différentes boutiques en Europe, mais sachez que les créateurs, c'est bien cette personne-là, et c'est bien cette boutique que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur des sites comme Etsy, je pense. Enfin bref, je vous laisse aller voir si vous souhaitez. Donc voilà, je sais qu'ils proposent également ces produits là-dessus.
Mine de rien, c'est franchement très qualitatif. Alors, on est sur de l'impression 3D et on a donc une couche de sable hein, qui recouvre toutes les parties de cette impression 3D. Et ça, je trouve ça extrêmement bien parce que du coup, on se dit bon, ok, impression 3D, matériau pas fou, mais avec cette couche, tout de suite, ça devient quelque chose d'autre. Et l'hygrométrie dedans, franchement, ça se répand hyper bien, quoi. Donc vous avez votre petite réserve, vous la remplissez, ça s'éparpille, enfin ça se répand directement. Franchement, je suis extrêmement satisfait de ce produit. Et je vais d'ailleurs en utiliser d'autres bientôt pour d'autres espèces, vous allez le voir. Sinon, en termes d'alimentation, Camponotus ringeri, bah écoutez, c'est extrêmement simple, hein. Protéines, elle mange de tout, des blattes, des vers, des grillons, peu importe, elle consomme absolument tout type d'insectes. Il y a des choses que je n'ai pas essayées, hein, bien sûr, mais sinon tout ce que je viens de vous citer, ça mange sans aucun problème. Le liquide sucré, c'est pareil, elles sont pas difficiles, que ce soit du liquide pour abeilles, du sirop d'agave, du sirop d'érable et d'autres types de sirop, j'imagine que ça devrait passer. Alors des fois, n'ayez pas peur, il y a des colonies qui sont quand même qui n'apprécient pas tout. Hein. Moi par exemple j'avais testé du sirop de goyave et d'autres sirops, je sais que certaines n'étaient pas fans du tout, mais d'autres étaient vraiment... elles adoraient ce qu'elles consommaient, donc voilà, ça faut voir un peu vos colonies, chaque colonie est différente, elles ont des préférences, et donc parfois faut essayer plusieurs sirops tout simplement. Une chose qui fonctionne vraiment bien chez moi, et que j'utilise dans 80% du temps, c'est du sirop d'agave, très clairement ça fonctionne vraiment fort, et du sucre roux non raffiné, que du coup je mélange à l'aide je fais chauffer de l'eau tout simplement, donc je fais mon mélange directement, voilà, le sucre roux se dissout, je mélange, bref tu connais, t'as la ref, et à partir de là je laisse refroidir et ensuite je leur propose le sucre roux non raffiné et ils adorent également, hein, mais ça vraiment toutes mes espèces, donc voilà, ça c'est vraiment deux valeurs sûres à mon sens, et pourquoi non raffiné, parce que comme ça on préserve certaines choses à l'intérieur directement qui sont très intéressantes pour nos espèces. Bon, j'ai un petit rappel à faire également, hein, parce que c'est toujours intéressant, mais vos fourmis consomment également des fruits. Hein. Bon voilà, ça dépend d'où elles viennent et ce qu'elles peuvent trouver, mais moi je sais que généralement quand je propose du raisin, des bananes même, ou par exemple, je sais pas moi, une pomme bien juteuse, elles vont s'en délecter dans l'immédiat. Alors bien entendu, vous le savez, certains de nos fruits sont vaporisés avec des pesticides ou ce genre de choses. Donc voilà, il faut bien laver au préalable. Moi j'essaye d'enlever la peau quand c'est possible également. Enfin bref, à vous de voir également d'où proviennent les fruits, etc. que vous allez proposer. Mais les colonies assez développées, bon, quand c'est des fondations, sincèrement, avec, je vais dire, 50-100 ouvrières, c'est pas... Enfin, je trouve pas ça vraiment extrêmement nécessaire de donner des fruits, mais de temps à autre, ça peut leur apporter des choses qu'elles ne trouvent pas dans l'alimentation qu'on leur donne, et qu'elles pourraient trouver en nature par opportunité. Et moi, des fois, je me questionne là-dessus, je me dis justement, la nature, elles peuvent tout trouver en soi si elles ont la chance de tomber dessus, alors que nous, dans l'élevage, on les limite vachement sur beaucoup de plans, on va dire, et donc je me dis que donner des fruits c'est plutôt intéressant. Maintenant je vous avoue que sur une année je dois le faire peut-être 4 fois, c'est à dire que voilà, je me dis allez hop, là je vais donner aujourd'hui une banane, je vais faire des petits quartiers mais vraiment petits partout, je les dispose dans toutes mes colonies et elles vont venir se régaler. Certaines on va même pas les toucher, donc ça dépend vraiment, mais j'imagine que ça fait partie aussi des besoins qu'elles peuvent avoir, et donc c'est pour ça que je décide de le faire. Je vous rappelle d'ailleurs que vous n'avez aucune obligation de suivre ce que je fais, et que c'est vraiment juste un retour d'expérience, un partage en soi que je vous fais. Je ne vous apprends rien en soi, voilà, vous êtes libre de le faire ou pas en soi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les Camponotus ringeri? Il faut prévoir un setup, hein, parce que en fait, au début ça va se développer rapidement certes, mais ce n'est pas ingérable, loin de là. Par la suite, il faut se dire que cette colonie, en 3 ans environ, peut atteindre facilement 10 000 ouvrières. 10 000 ouvrières, c'est au moins, si vous voyez des Lubimax par exemple de Chant Center, il faut prévoir 3 ou 4 Lubimax pour vous situer un peu dans la quantité qu'il faudra pour mettre justement cette espèce. Un Lubimax c'est plus ou moins 50-60 €, donc voilà, sur 3 ans il faut prévoir plus ou moins 300 € de matos pour ce type de fourmis, sachant qu'il faut l'air de chasse qui va avec, etc. Et quand elles sont 10 000, il en faut plusieurs. Bon bref, vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça se réfléchit, c'est une espèce qui évolue très vite quand elle est bien, quand les conditions sont respectées.
Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas, hein. Vous pourriez tout simplement avoir, je sais pas moi, 3-4 espèces chez vous, et notamment une espèce à grand développement, et à ce moment-là, ben, ça va vous régaler parce que effectivement, vous allez voir des comportements plus intéressants dans une colonie plus importante également. Les sexues arrivent très rapidement et généralement ben, ce sont les mâles qui arrivent en premier. Maintenant j'ai pas de retour de 50 000 colonies donc je peux pas vous dire, et on sait que certaines colonies en nature ne font par exemple dans leur vie que des mâles ou que des princesses, et certaines colonies font les deux, donc voilà. Ça c'est aussi je veux dire un peu le hasard, une colonie n'est pas l'autre, donc bon, une reine n'est pas l'autre aussi, hein, faut le préciser, donc voilà, ça c'est un peu flou, je ne saurais vous en dire plus. Mis à part ça, elles font des trios phallaxie, hein. C'est un petit dérivé de la trophalaxie, donc elles le font à 3, elles sont tellement gourmandes, enfin, c'est une petite boutade bien entendu, hein. Il n'y a rien de particulier à ce qu'elles font, elles partagent juste la nourriture collectée, mais vous allez voir justement dans ces images-ci qu'on voit très bien la contraction du gastre en bas à gauche, tout simplement parce qu'elle est en train de régurgiter justement ce qu'elle a ingéré auparavant dans son jabot social, le jabot social qui est donc la partie qui sert de réserve communautaire si je puis dire, donc voilà. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu, les images, les informations, bref, ma voix douce et virile, enfin bref, on rigole un peu. J'arrive bientôt avec de nouvelles vidéos, comme je vous le dis, j'ai beaucoup de contenu qui doit arriver, en termes d'unboxing également, bref, il y a pas mal de choses encore qui arrivent, donc restez accrochés. Je m'excuse par avance pour ceux qui sont un peu haineux des contenus unboxing, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont malheureusement jaloux, plutôt que d'être contents pour moi en soi. Je peux le comprendre, ça donne envie tout ça, je ne vous en veux pas. Cependant, mon but étant de vous faire découvrir des choses et non pas de vous montrer tout ce que je peux obtenir, c'est pas mon but du tout. Mon but c'est vraiment de vous montrer les produits qu'on peut trouver dans certaines boutiques. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira tout de même. On se dit à bientôt l'équipe, merci pour votre soutien, les commentaires, les likes, vous êtes une communauté franchement très agréable, même si j'ai un peu moins de commentaires en ce moment. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!